BFM Business, l'invité de 20h30, Edwige Chevrillon. François Gauthier, ça fait 43 ans décidément que vous habitez en Inde, vous êtes marié avec une Indienne, vous étiez journaliste au Figaro, vous êtes devenu écrivain, vous publiez Quand l'Inde s'éveille, la France est endormie, c'est intéressant, c'est le regard que vous portez en tous les cas sur notre pays, sur le vôtre malgré tout, puisque vous restez français. On va revenir sur la visite de François Hollande, bien sûr, en Inde, visite d'État, et vous êtes assez critique parce que vous dites que c'est une visite bâclée et précipitée, il faut prendre du temps pour découvrir l'Inde, pour amadouer l'Inde. En même temps, j'ai envie de dire, François Gauthier, 2 jours, bon, c'est un agenda présidentiel. Absolument, mais je crois que la visite est mal préparée par les gens autour du président et l'impression qu'elle donne, c'est que le président, qui commande beaucoup de respect, est venu en Inde uniquement pour vendre des avions de chasse à l'Inde et qu'il n'y a pas d'autre agenda. Ça, c'est la même chose que les Américains, enfin tout le monde, ou les Indiens qui viennent en France. Ben voilà, c'est l'échange traditionnel entre des grands pays, des grandes puissances. Oui, mais les statistiques disent qu'à chaque fois qu'un président sera en Inde, et moi j'ai couvert 5 visites présidentielles depuis Mitterrand, qui lui passait du temps en Inde, qui allait à Calcutta donner la Légion d'honneur à Satyajit Ray, qui allait à Bombay, qui allait à Delhi, qui allait à Bangalore. Rien ne se manifeste et la France est toujours le 9e investisseur en Inde. Oui, ce que vous dites, c'est qu'en fait, là, c'est un peu trop évident. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de vendre nos Rafales, des EPR. Il y a 60 chefs d'entreprise qui accompagnent le président. Vous dites que c'est too much. Non, c'est pas too much. Il faut que les hommes d'affaires français prennent le temps d'étudier le marché en Inde. Et pour ça, il faut envoyer des gens de haut niveau qui habitent en Inde, qui voyagent en Inde, qui parlent aux Indiens et qui se rendent compte que l'Inde est un énorme marché qui attend d'être pris et que les Américains sont en train de nous le prendre. Oui, mais en même temps, certains ont pris du temps. Vous avez des entreprises comme Capgemini, par exemple, qui est très très indienne. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui réussissent en Inde. C'est vrai que vous citez souvent l'exemple de Renault ou de PSA, dont on parle beaucoup par ailleurs en France. En même temps, c'est pas évident. C'est un marché qui est assez fermé. Vous avez absolument raison. Les entreprises françaises qui ont pris le temps de s'implanter, qui ont la patience d'aller au-delà des problèmes de bureaucratie, d'étatisme, de lenteur administrative, récoltent aujourd'hui les fruits de leur labeur, comme Capgemini, qui est un très très bon exemple. C'est un marché difficile parce que l'Inde est une démocratie. Alors en Chine, c'est facile. Au sommet, vous avez une autorité qui dit, allez, on exproprie tous les gens pour faire une autoroute, un aéroport. En Inde, c'est impossible. On veut faire une autoroute, il y a 3000 procès, ça prend 7 ans, 8 ans. Mais en même temps, cette démocratie est un atout parce qu'on sait que les investissements à la longue sont plus sûrs, plus fiables, mais à longue échéance. On dit l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde, ça fait partie un petit peu des clichés. En même temps, est-ce que l'Inde se modernise vraiment? On a vu de chez nous, enfin, on a beaucoup suivi ce drame atroce de cette jeune femme violée dans un autobus, et on a entendu que ça se passait souvent. On reviendra sur le statut de la femme. Mais est-ce que c'est une démocratie qui se modernise, François Gauthier? Oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, les castes. On parle beaucoup des castes en France. Si vous faites une recherche au Google, Google France, vous verrez 2 millions. C'est une invention européenne, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Vous avez vu mon livre. Oui, les castes, en fait, c'est les Portugais qui ont inventé ce mot caste. Et les castes, au départ, étaient des castes économiques pour différents corps de métier, comme on a eu chez nous en France. Les castes s'estompent aujourd'hui en Inde. Les Indiens ont une véritable aspiration à aller au-delà des castes. Les Indiens en ce moment veulent se débarrasser de la corruption. Il y a eu un mouvement formidable en Inde pour se débarrasser de la corruption qui va du haut jusqu'en bas. Et je pense que c'est un signe très très positif. On ne le voit pas en Chine. On ne le voit pas en Chine. Il y a beaucoup de corruption en Chine, mais on ne voit pas. Peut-être c'est muselé, mais on ne voit pas parmi le peuple une aspiration à se débarrasser de la corruption, aller de l'avant. Mais en même temps, ce phénomène de caste, moi je connais des exemples dans des entreprises qui ont des filiales, des entreprises françaises, mais des grands groupes internationaux. C'est un problème très complexe à traiter au sein du management d'une entreprise. Alors, les castes existent encore en Inde. Personne ne dit que ça n'existe pas. Mais ce que je dis, c'est que à Delhi, dans un avion, dans un grand hôtel, dans un bus,
personne ne peut savoir qui est le brahman et qui est l'intouchable. Moi, je connais bien l'Inde et j'ai du mal à voir qui est le brahman, qui est l'intouchable. Aujourd'hui, il y a une politique formidable en Inde pour que les intouchables s'élèvent au niveau gouvernemental. Il y a eu des ministres, il y a eu des présidents intouchables. Il y a un président intouchable qui est venu à Paris en 99, je crois, qui s'appelait M. Narayan. Il y a des hommes, des chief ministers en Inde qui sont des intouchables. Il y a des grands patrons qui sont intouchables. Donc il y a une véritable politique positive en Inde pour élever les intouchables. On n'en parle jamais de ça. On n'en parle jamais. Oui, mais en même temps, est-ce que pour le coup, vous n'avez pas une vision un peu trop idyllique de l'Inde? Parce que vous pensez que c'est nous qui avons nos lunettes d'occidentaux? Oui, je défends l'Inde, c'est sûr, mais en même temps, je vois qu'on ne parle de l'Inde que lorsqu'il y a des catastrophes, des choses extrêmes comme ce viol qui a beaucoup fait parler de l'Inde. Or, on en parlera tout à l'heure, mais la femme en Inde est vénérée. Dans le sud de l'Inde, où j'habite en partie, les femmes peuvent se promener le soir, elles peuvent voyager. Il y a beaucoup de Françaises qui voyagent en Inde à deux, seules. Si on prend des précautions, on peut voyager en Inde. C'est un pays... Moi, je vis en Inde depuis 43 ans, j'ai jamais été agressé. Vous êtes un homme, vous me direz. Oui, on m'a jamais demandé mon passeport dans la rue. C'est quand même essayez en France d'être dans le métro si vous êtes un beurre, un Indien, il y a une chance qu'on vous demande votre passeport. Jamais en Inde on m'a demandé mon passeport. Donc c'est un pays, paradoxalement, on a l'impression que c'est un pays pas sûr, dangereux, mais ce n'est pas vrai. On parle beaucoup des milliardaires chinois, des milliardaires russes, etc. Est-ce qu'il y a des milliardaires, il y a beaucoup, je ne parle pas des grandes familles, des Tata, etc., et des Mittal, bien que notre Mittal, entre guillemets, n'a pas grand-chose à voir avec les Mittal indiens. Est-ce qu'il y a il y a une classe moyenne qui est devenue milliardaire en Inde ou pas? Oui, je crois que dans la liste Forbes, il y a beaucoup d'Indiens milliardaires. Alors, est-ce que ça se voit? Vous habitez aussi New Delhi. Est-ce qu'on voit il y a un luxe ostentatoire ou ce n'est pas dans la culture indienne? C'est pas dans la culture indienne. On voit quand même, on commence à voir des Mercedes, sauf des BMW. Chez les Maharajas. Les Maharajas, c'est une autre histoire. Oui. Non, les Indiens sont des grands épargnants. Donc, il y a beaucoup d'argent noir parce que c'est encore un système assez étatique qui impose beaucoup et donc il y a énormément d'argent noir malheureusement en Inde. Et donc on sait que si cet argent noir revenait à la surface, il y a beaucoup d'argent en Inde. Peut-être même plus qu'en Chine parce que c'est de l'argent en espèces, en or, il y a beaucoup d'or. Les Indiens sont les plus grands acheteurs d'or au monde, comme vous le savez. Et donc il y a énormément d'argent, de la petite classe jusqu'aux gens les plus riches, jusqu'au Mittal. Oublions Mittal parce qu'il n'est même pas indien. Personne. C'est pour ça, c'est ce que je disais. Personne ne connaît Mittal en Inde. Bon, maintenant un peu à cause de la publicité, mais avant personne ne connaît Mittal. Il a pratiquement pas investi en Inde, Mittal. Donc non, pas du tout. Mais c'est son oncle a des investissements en Inde. Oui, mais c'est pas c'est pas une des grandes fortunes comme les Tata, comme les. Donc il y a des grandes fortunes en Inde. Est-ce que comment expliquez-vous que il y a un miracle chinois? Là encore, j'utilise des guillemets, parce que ça dépend pour qui. L'Inde, on pensait que ça émergerait plus rapidement. Comment vous expliquez? Vous dites qu'il faut prendre du temps dans votre livre. Ça, c'est le mot qui revient, un leitmotiv qui revient beaucoup. Est-ce que là, pourquoi l'Inde met autant de temps à émerger? Il y a beaucoup de raisons. D'abord, encore une fois, il n'y a pas ce pouvoir central qui. Donc raison politique. Qui est le pouvoir de prendre des décisions. L'Inde, c'est une démocratie, donc il y a un pouvoir central à Delhi, mais il y a des gouvernements un peu partout. Donc il y a un fédéralisme, et d'un État à l'autre, on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes coutumes, on ne mange pas pareil. Donc c'est un pays difficile pour l'investissement. Les Indiens ont pris beaucoup de retard sur les infrastructures. Il y a un premier ministre indien, le premier des premiers ministres indiens s'appelait M. Nehru, et il a fait des mauvais choix. Il a pensé que le socialiste, je pense qu'au départ, il voulait faire bien, mais il a pensé que le socialisme à la soviétique était la meilleure manière de niveler les inégalités en Inde. Et malheureusement, l'héritage de Nehru, aujourd'hui, l'Inde le paye, parce que énorme bureaucratie, beaucoup de corruption, peu de racines indiennes, une occidentalisation, mais la mauvaise occidentalisation. Donc il faudrait que l'Inde retourne un peu à ses racines, à ses grands poètes, à ses grands guerriers, à ses grandes traditions. Et on y vient par l'Occident. L'Occident s'intéresse au yoga. Donc du coup, les Indiens qui avaient complètement banni le yoga des écoles reviennent au yoga. On voit des affiches en Inde sur le yoga pour faire de la pub. Et à mon avis, vous le pratiquez. François Gauthier, on va marquer petite pause, petit détour vers Pauline Tadevin qui nous a à nouveau rejoints.
Rebonsoir Pauline. Bonsoir. Alors François Gauthier, vous devez répondre à trois questions, normal, pas normal. On y va Pauline. Le protocole semble avoir évolué par rapport à la venue de François Hollande et de Valérie Trierweiler, accueillie comme l'épouse du chef de l'État. Pour vous, est-ce le signe d'une évolution des mœurs en Inde par rapport au mariage en tout cas? Est-ce que cet assouplissement du protocole, c'est quelque chose de plus en plus normal? Ou c'est un assouplissement diplomatique? Faut que je réponde seulement normal à normal. Ah non, oui, oui. Juste normal à normal. Non, normal, bien, normal, Ouais, normal. Mais vous sans pouvez quand même intérêt. développer une Normal, fois. mais sans intérêt. Vous pouvez développer. Sans intérêt parce que les Indiens. Mais ils sont tous mariés en Inde ou ça Non, pas c'est du tout. obligatoire? C'est le pays du Kama Sutra, c'est le pays de la liberté sexuelle, mais en même temps, il y a eu beaucoup de choses. Il y a les Anglais, les missionnaires anglais qui ont imposé une grande rigidité. Il y a eu beaucoup de choses en Inde, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont très gardés. Et puis, ils sont très attachés au protocole anglais, à tout ce qu'on a vu ce matin à la télévision. Moi, je l'ai vu beaucoup de fois, hein, les cavaliers, garde à vous et tout ça. Ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. Eh oui, c'est ça les visites d'État. En Inde, la vache, c'est un animal sacré. C'est toujours autant le cas? Ah, c'est une très bonne question. La vache est sacrée pour les... Alors, c'est bien Surtout en ce moment en France. Hein. L'avenir du monde, c'est de devenir végétarien. Et en Inde, dans un avion, 60% des gens ne mangent pas de viande. Hein. Et c'est une vieille tradition des hindous. Parce que les musulmans mangent beaucoup de viande. Donc les vaches indiennes, hindoues, sont achetées par les musulmans au moment du ramadan. Des millions et des millions de vaches. Parce qu'en France et en Europe, il y a ce scandale sur la viande de cheval qui a été trouvé au lieu de vendre de bœuf dans des lasagnes. Pour vous, du coup, est-ce que c'est normal ou pas normal? Pas normal de manger de viande? Tout ce scandale. Ouais. Le scandale est normal, oui, c'est bien. Ça va, on aille vers un monde où on arrête de tuer les animaux, c'est normal. Un mot de sport enfin, puisque le cricket est très développé en Inde. La Coupe du monde de cricket est le 3e événement sportif le plus suivi au monde. C'est le 2e sport à avoir le plus de licenciés à travers le globe après le foot. Ce sport qui est si populaire en Inde est très peu développé chez nous et c'est toujours pas un sport olympique. Vous trouvez ça normal ou pas? Normal. Le cricket a vampirisé tous les autres sports en Inde. Ah oui, à ce point-là? Ah, les Indiens sont... Alors, l'État, tout le monde est coupable. L'État, les grandes compagnies, la télévision. Donc, ils ont tout misé sur le cricket et ça a tué tous les autres sports en Inde. Et moi, je trouve ça très dommage parce que les Chinois ont montré qu'on peut partir du ping-pong et devenir une grande nation sportive. Et les Indiens sont englués dans le cricket. Bonne question. Merci Pauline Talvin. Donc vous avez eu une bonne question pour finir. Vous dites, vous développez la question de la religion. Vous dites, vous commencez votre chapitre en disant en Inde il y a plus d'1 million de dieux. C'est à ce point-là? Oui, pour chaque chose, il y a une déité pour chaque événement, pour chaque chose dans la vie. Il y a même une déité pour les homosexuels, les hermaphrodites, les castrats, et il y a un festival que j'ai couvert il y a très longtemps, il y a un festival où tous ces gens-là sont vénérés, sont respectés. Il y a une divinité pour tout. Mais en même temps, les Indiens reconnaissent l'un dans le multiple. Pour eux, il y a une seule divinité qui se manifeste de manière différente, avec des noms différents, Mohamed ou Krishna ou le Christ. Pour nous, c'est un petit peu choquant, mais pour les Indiens, est-ce que la religion a beaucoup d'importance en Inde, encore aujourd'hui? La spiritualité, parce que l'Inde est une vaste spiritualité. Il y a une connaissance spirituelle en Inde qui, moi, m'a extrêmement... C'est ça qui m'a attiré vers l'Inde, qui m'a gardé en Inde. C'est qu'il y a une connaissance de l'Inde, de la respiration, des différentes... très cartésienne, pas fumeuse. La respiration, comment on l'observe, comment on peut méditer, les corps, quels sont les centres nerveux. Et nous, on en revient doucement, en Occident, on revient vers ça. Donc il y a une véritable connaissance spirituelle en Inde qui peut prendre des formes religieuses. Mais est-ce que la religion, je veux dire, dans le fonctionnement quasiment quotidien des Indiens, est-ce que c'est un poids très important? Oui, alors l'Indien des villages, il a, ce qui moi aussi m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à faire des reportages en Inde, j'ai commencé dans le sud à faire du freelance. Pour le Figaro, enfin freelance avant le Figaro, je faisais des reportages photos. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'Indien des villages, il a une espèce d'acceptation de l'autre avec un grand A, de l'autre chrétien, de l'autre musulman, de l'autre parsi, juif. Et c'est ça qui m'a extrêmement touché parce que ce n'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qu'ils ont dans leur gène, une acceptation de l'autre, une assimilation de l'autre. Et c'est le génie de l'Inde, à mon avis, c'est de pouvoir accepter l'autre. Que toi tu es différent, toi tu n'es pas de ma couleur, tu n'es pas de ma religion.
mais je t'accepte parce que je pense que Dieu se manifeste en toi aussi. Quel est le regard quel regard les Indiens portent-ils sur l'Occident, sur les États-Unis et puis peut-être plus particulièrement sur la C'est une France? très très bonne question parce que contrairement aux Chinois qui se méfient de l'Occident, qui utilisent les Américains par exemple en s'en méfiant, qui restent impénétrables, les Indiens aiment l'Occident. Quand ils vont en Occident, en Angleterre, en Amérique, non seulement ils s'adaptent mais ils topent. Ils topent dans les universités, ils topent parmi les informaticiens, ils topent parmi les docteurs en Angleterre. Donc il y a un véritable compréhension de l'Occident en Inde, une acceptation, et aussi pour nous c'est un atout parce que on peut aller là-bas et on peut faire des affaires en s'aimant et non pas en se méfiant les uns des autres. En même temps, nous, on a, j'ai envie de dire, Bollywood a fait beaucoup pour la connaissance de l'Inde. Oui, mais François Gauthier, c'est notre regard à nous. Hein. Et c'est vrai qu'on a l'impression, tout d'un coup, il y a eu une déferlante de sublimes vedettes sur les États-Unis, mais aussi à la France. Il y a eu ce film incroyable, Slumdog Millionnaire. Oh là 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 là. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que Bollywood, c'est complètement nul. C'est du toc. D'abord, souvent des acteurs ne vont jamais dans des écoles pour apprendre à jouer comme nous comme en Amérique où c'est très très fort. Ensuite, les chansons qu'ils chantent, c'est pas eux qui les chantent, ils sont doublés. Les cascades qu'ils font, c'est pas eux qui les font. C'est souvent des fils ou des filles d'acteurs connus ou d'hommes politiques. Et donc c'est un petit peu aussi une dynastie. Moi je suis contre Bollywood parce que ça obnubilé les Français aux dépens de beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous êtes peut-être en conclusion, François Gauthier, ce que vous écrivez aussi dans votre livre, c'est l'Inde s'éveille. Est-ce que l'Inde s'éveille vraiment? C'est-à-dire, oui. Si vous revenez dans 5 ans, dans 3 ans, L'Inde va rattraper la Chine. La Chine, tôt ou tard, va avoir des retours de manivelle parce qu'ils ont commis des atteintes aux droits humains formidables contre le Tibet, contre eux-mêmes, les Chinois contre eux-mêmes, contre les musulmans du Xinjiang, alors que les Indiens ont relativement un bon karma, si j'ose dire. Et donc, quand les Chinois vont connaître ce retour de manivelle, tôt ou tard, lorsque la soupape qui tient tout et qui empêche tout de venir à la surface va être enlevée, ça va être le jour des Indiens, parce que la soupape en Inde, elle est enlevée depuis longtemps. Donc tous les séparatistes, tout ça, c'est venu à la surface. Et alors comment réveiller la France endormie, pour reprendre votre expression? Mais comme pour la Chine, en Chine, Nixon a été en Chine en 72, et tout d'un coup les Américains sont précipités. Nous on a mis, je sais pas, vous savez mieux que moi, 10 ans, 20 ans, pour essayer de rattraper notre retard. Je ne sais pas s'il est comblé. On n'a toujours pas rattrapé, non, ça c'est sûr que non. Voilà. Et c'est pareil pour l'Inde. Les Américains sont en train de miser économiquement et politiquement en Inde, pour différentes raisons. L'une d'entre elles est en Afghanistan, parce qu'ils vont se retirer de l'Afghanistan. Ils préféraient que les Pakistanais, encore une fois, n'installent pas un régime taliban, ce qui va se passer probablement. Ils aimeraient que les Indiens prennent la place des Pakistanais du Taliban. Est-ce que vous n'avez qu'une hâte, c'est de retourner en Inde lorsque vous voyez ce qui se passe en France? Non, mais je reste français, c'est pour ça que je défends, c'est pour ça que j'essaye de défendre l'Inde. Non seulement ça, mais je dirige une revue qui s'appelle la Revue de l'Inde chez l'Harmattan, oui. Qui est une œuvre d'amour, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent l'Inde, mais parce que je crois en l'Inde et je pense qu'à la longue, les Français vont changer de regard vers l'Inde. Merci beaucoup François Gauthier. Quand l'Inde s'éveille, la France est endormie. C'est préfacé par Franz-Olivier Gisbert et c'est donc aux éditions du Rocher. Merci d'avoir fait un détour par les studios de BFM Business. Merci pour vos bonnes questions.